Bienvenue à chacune et à chacun pour cette nouvelle émission de Présence protestante. Et si pour une fois nous essayons de penser, ce n'est pas que d'habitude nous ne le faisons pas, mais posons-nous la question, aujourd'hui, c'est quoi penser? Et d'abord, à quoi cela sert-il? Vraisemblablement à quelque chose au regard du succès de tous ces livres et de la sagesse de la philosophie que nous vendons aujourd'hui. Voyons donc cela avec notre invité. Nous avons peut-être une vision surfaite de la fonction, du métier de philosophe ou de penseur. Prenons par exemple le tableau de Rembrandt qui s'intitule « Le philosophe » que vous allez voir à l'écran. Il est seul, dans une pièce sombre. La lumière vient de l'extérieur, sur la droite du philosophe, par une grande fenêtre. À sa gauche, il y a un grand escalier en colimaçon. Et en bas, sur la droite, un personnage s'active et attise le feu. Lui, le philosophe, il ne fait rien. Il est assis, il est en méditation. Dominique Collin, vous êtes philosophe, écrivain, enseignant en philosophie à l'Université des aînés de Louvain-la-Neuve et à Bruxelles. Donc vous êtes un philosophe, vous avez écrit des livres. Est-ce que vous vous ressemblez à ce philosophe de Rembrandt, donc, qui est un tableau classique? Il y en a beaucoup de cette série comme ça. Je crois que le tableau dépeint un peu peut-être ce que nous prenons pour être la philosophie, mais qui n'est peut-être pas tout à fait la philosophie. Ici, en plus, vous ne l'avez pas dit, mais on voit un vieillard. Il faudrait donc être vieux, vieillard, seul, vieux, c'est dire sage, en fait. Oui, oui, tout à fait. Un peu mélancolique, un peu tristounet, sévère, etc. C'est l'image, évidemment, véhiculée qui fait qu'aussi beaucoup de gens ont vis-à-vis de la philosophie ou des philosophes un peu d'appréhension. Mais en fait, la philosophie, c'est d'abord une affaire de passion. Il faut être passionné par deux choses. Il faut être passionné par la vie, passionné par le réel, par ce qui nous entoure, le monde, l'actualité. Et il faut être aussi passionné par la pensée. Parce que la pensée, en fait, elle a ceci de merveilleux, c'est qu'elle rend aussi plus vive la vie. Déjà parce que quand on s'active à penser quelque chose et à bien penser cette chose, eh bien on en reçoit soi-même quelque chose d'un accroissement de vie. Et qui peut même s'accompagner à certains moments, même des moments de joie, des moments de réjouissance, à découvrir des choses, à s'interroger. Et donc, en fait, je dirais que c'est d'abord ça qui fait le philosophe et la philosophie. C'est pas pour rien qu'elle est amour de la sagesse, d'après les Grecs. Il faut y mettre de l'affection. Il y a une sensibilité à la vie, au réel, qui nous interroge et qui, par son énigmaticité, fait qu'on a envie d'aller questionner et enquêter. Les philosophes grecs étaient beaucoup plus dans la cité. Oui. On les voit marchant, la philosophie sous le portique, les grands maîtres de philosophie comme Socrate et autres n'étaient pas dans une pièce sombre, enfermée. Vous avez tout à fait raison. Ils n'étaient pas enclos. La représentation de Rembrandt, en fait, elle va très bien pour la philosophie dite moderne. On imagine Descartes. Il appelait ça son poêle, c'est-à-dire sa pièce chauffée, où on médite. Et d'ailleurs, Descartes va écrire des méditations. C'est bien de méditer. Donc, c'est une tâche qui consiste donc à creuser son questionnement, creuser sa pensée. Et à certains moments, évidemment, le philosophe a besoin d'être seul pour faire ça. Mais ce que j'aime dans l'image des philosophes grecs que vous mentionnez, c'est que ce sont des philosophes en dialogue et en conversation. Je pense qu'il est difficile de faire de la philosophie sans être dans cet art de la conversation, soit avec des contemporains, mais on le fait aussi avec des auteurs morts et on le fait aussi avec des livres. On entre en conversation. Il y a la parole de l'autre qui vient affecter notre propre démarche parce que quoi ? La philosophie, c'est l'art un petit peu de se dérouter soi-même. Il y a un philosophe contemporain français que j'aime beaucoup, qui s'appelle François Julien, et sa définition de la philosophie, toute simple, qui tient en deux mots, philosopher, c'est s'écarter. S'écarter de quoi ? S'écarter des lieux communs, s'écarter des préjugés, s'écarter des pensées déjà toutes faites, sortir des habitudes et des routines dans lesquelles l'esprit s'installe, ce qui est assez normal. Le philosophe, de temps en temps, il a envie de décloisonner les pensées par trop figées, par trop inertes. Il aime à se laisser surprendre ? Oui, alors on le sait, la philosophie, elle naît d'un étonnement. Moi, je dirais qu'elle naît justement de ce que quelque chose du réel, de la vie, devient pour le philosophe une question qui le saisit. J'aime beaucoup ce jeu d'ailleurs en français. Un philosophe, c'est quelqu'un qui a été saisi par une question
et qui va passer son temps à essayer de la saisir, c'est-à-dire de la comprendre, hein, puisque le verbe fonctionne dans les deux sens en français. Mais d'abord être saisi, c'est-à-dire il y a un saisissement. Et je ne comprendrais pas un philosophe qui serait, je ne sais pas moi, ce froid rationaliste qui ferait son métier de philosophe sans se laisser affecter, toucher. Il faut beaucoup de sensibilité pour être philosophe. Et quelque part, la pensée, c'est toujours à partir du réel. Ah oui, alors... Mais le réel, il n'est pas charmant, quand même. Alors le réel, c'est déjà une question philosophique, c'est peut-être même la seule vraie question philosophique. Pourquoi ? Mais parce que ce que nous appelons le réel est parfois l'image idéalisée du réel que nous nous formons. Le réel est irréel parfois ? Oui, bien sûr, il est de l'ordre du fantasme en fait. C'est pas tellement l'imagination, c'est normal, elle crée des mondes, elle crée un réel. Mais notre fantasme, c'est prendre nos désirs pour la réalité. Si on prend l'exemple de l'enfant, mon papa, ce héros. Oui. Alors que le papa, bien sûr, n'est pas un héros. Mais voilà, et cette image va devoir, à un moment donné, laisser place à quelque chose qui est plus proche du réel, ce qui ne va pas enlever, ou on l'espère, l'affection de l'enfant pour son papa. Mais sortir, ou j'allais dire déconstruire, puisque c'est un mot un peu philosophique, les images que nous nous faisons, qui, je le redis, sont que nous prenons souvent nos désirs pour la réalité. Alors le problème, et je vais le dire avec les mots d'un immense philosophe du XXe siècle, Emmanuel Lévinas, eh bien, il a cette formule que je trouve délicieuse. Le réel, c'est ce qui advient, mais ne convient pas. Voilà. C'est ce qui advient, mais ne convient pas. Alors, ça a l'air peut-être un peu pessimiste, mais ce n'est pas du tout ce sens-là. C'est que le réel, c'est ce contre quoi on achoppe, on cogne. Et le réel, c'est de l'altérité, c'est autre chose que mes désirs, c'est autre chose que mes projections. Et j'allais dire d'abord, c'est heureux qu'il y ait un réel réel. Parce qu'imaginez que nous vivions uniquement dans nos rêves ou dans nos illusions, nous serions les dupes de nous-mêmes. Mais ce n'est pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oh, il y a ce risque, évidemment. Et le risque de l'intelligence artificielle, c'est de faire prendre les vessies pour des lanternes ou l'irréalité pour la réalité. Oui, tout à fait. Donc ce risque, évidemment, avec la virtualité. Mais je rappelle que le virtuel, c'est aussi pour nous devenu du réel. Donc l'intelligence artificielle, elle n'est pas autre chose que l'utilisation d'un instrument qui peut répondre beaucoup plus vite à une question. Donc en fait, l'intelligence artificielle, c'est du réel. La question donc pour le philosophe, c'est pas est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, et c'est même pas d'abord est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, mais qu'est-ce qu'on devient dans un monde, par exemple, où le virtuel domine ? Qu'est-ce que l'intelligence humaine devient quand on a la tentation de recourir presque exclusivement à la dite intelligence artificielle. C'est ça la question du philosophe. Et je voudrais vraiment insister là-dessus. Ce n'est pas d'abord de l'ordre du jugement. On est dans une époque, une société qui aime le jugement moral, etc. Le philosophe, c'est ce qu'on devient. Qu'est-ce que devient la vie humaine quand elle est affectée par la technologie qui est du réel pour nous. C'est peut-être même, pour beaucoup de nos contemporains, devenu un réel plus réel. Il est aussi un lieu de fantasme, bien sûr. Et donc, l'importance de se désencombrer. Il y a vraiment à prendre de la hauteur. Penser, oui. Philosopher, c'est prendre de la hauteur par rapport donc, au réel, effectivement, mais dans le réel, ce réel est encombré. Alors, on pourrait dire que c'est prendre de la hauteur. Moi, je préfère dire qu'on prend un petit écart, parce que s'écarter, c'est mettre un petit peu de distance qui permet justement de se laisser questionner et de questionner. C'est-à-dire que quand on colle à l'air du temps, quand on colle aux préjugés ambiants, quand on colle à la pensée commune, on ne pense plus en fait. Penser, c'est toujours se mettre un petit peu en un rapport de distance par rapport au réel, justement pour se laisser à la fois interroger par lui et pour se mettre soi-même à lui poser des questions, en fait. Donc, il y a chez le philosophe quelque chose aussi d'une sorte d'enquêteur, presque un enquêteur de police. Il y a une énigme à déchiffrer. Le réel, et ça, je trouve aussi que c'est... Vous parliez des enfants tout à l'heure. Mais l'enfant, il a un peu cette âme de philosophe enquêteur. Hein. C'est pourquoi, oui. Son questionnement, etc. Donc, en fait, si on devait redire en un mot ce qu'est la philosophie, c'est quand même d'abord l'art de s'interroger, l'art de questionner, l'art de poser des bonnes questions. Il faut avoir le courage de se poser des questions, c'est pas toujours facile. Alors, vous dites là un mot, à mon avis, essentiel. La philosophie est d'abord et essentiellement, si on parle de sa vertu, comme disaient les anciens, donc c'est-à-dire de cette attitude existentielle que la philosophie requiert, c'est du courage, assurément. D'ailleurs, dans l'histoire de la philosophie, les grands philosophes ont risqué quelque chose en pensant comme ils pensaient.
que ce soit Spinoza, que ce soit même Descartes ou que ce soit d'autres, que ce soit Socrate évidemment, hein, qui va en mourir, la philosophie. Et justement, ça nous sort aussi de cette image d'Épinal. La philosophie, elle est tout sauf une vie tranquille de méditation au coin du feu. On s'y risque. Ça peut être dangereux. On s'y risque. Et il y a un danger qui n'est pas seulement un danger pour les autres, c'est que soi-même à entrer dans ce questionnement, non pas qu'on y risque la folie, mais on y risque de perdre une partie de ses sécurités, une partie de ce qu'on croyait être. Donc on perd en fait, en faisant de la philosophie, on perd un grand nombre de ses croyances. Et ça, c'est un risque, évidemment. On se dépouille. Chacun mesure à partir de ce qu'il veut bien ou non engager dans cette activité philosophique. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, chacun devrait être capable de philosopher, c'est-à-dire de prendre du recul par rapport, un écart par rapport à sa vie, pour savoir un peu où il en est, quel est le réel, que ce soit dans la vie de couple, pourquoi pas, dans la vie personnelle, ou en politique, parce que la politique est aussi... de temps en temps, il faut peut-être faire des écarts pour se demander si ses convictions sont toujours pertinentes. De ce que vous dites, qui est très juste, il faut d'abord rappeler que la philosophie n'est pas d'abord, dans le sens que j'essaye de la déployer avec vous, une question ni exclusivement de formation, c'est-à-dire ceux qui auraient un diplôme de philosophie. Ce n'est pas non plus uniquement une activité professionnelle pour les philosophes. Il ne faut pas être un spécialiste. Il ne faut donc pas être un spécialiste. Le philosophe, c'est l'homme qui pense, l'homme et la femme qui pensent. Donc et il pense pourquoi? Quel est son but ultime? Parce que, d'abord, comme être parlant et être de désir, nous sommes des êtres qui pensons. C'est-à-dire justement qui ne sommes pas collés ni à la nature comme, j'allais dire, fait, et que justement notre humanité, c'est apprendre à penser au plus juste. Pourquoi je dis le mot plus juste? C'est parce que cet ajustement que nous avons à faire tout le temps dans notre vie, par rapport à nous-mêmes déjà, par rapport à autrui, vous avez parlé des couples, etc., par rapport au réel, au monde, cet ajustement ne passe pas sans pensée pour un être humain. C'est même la pensée qui nous offre les moyens de nous ajuster. Et ça, ces ajustements, eh bien, ils sont tout le temps à faire et à refaire parce que justement le réel les défait. Et que notre propension à nous imaginer un monde fantasmé idéal fait que quand on se recogne au réel, eh bien, il va falloir réajuster. Dans la maladie, on doit réajuster sa notion de santé, on doit réajuster son corps, sa relation au corps et aux autres. Dans tous les événements, et surtout un peu les moments d'épreuve et de crise, penser, c'est se réajuster. Et ça, je crois que personne ne peut passer dans sa vie sans avoir, j'allais dire, cette tâche à faire, encore même ne serait-il donc pas philosophe de formation ou de métier. Donc la philosophie, c'est nous apprendre à voir clair. Oui, exactement. Et comment est-ce que la philosophie aide Madame et Monsieur tout le monde à voir clair? Alors, ce que vous dites aussi permet de dire ceci d'important, c'est que donc la philosophie, en tout cas telle que je l'entends et que j'essaye avec plein évidemment de philosophes qui font ce travail depuis des siècles, c'est d'abord une pratique. Donc c'est d'abord pour répondre à cet ajustement existentiel. Là, on voit souvent la philosophie comme un art du raisonnement, de la rationalité abstraite et qui ne va pas dans le cœur des choses ou le cœur de la vie. Et ça, avec un vocabulaire parfois un peu avec complet, évidemment un vocabulaire des phrases jargonnant, qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc le philosophe, c'est celui qui se fait plaisir à être complètement incompréhensible et inintelligible et qui forme une caste de drôles de personnes qui mais il ne sert pas alors à ce moment-là. Il ne moment-là. sert pas. Et cette philosophie-là, je crois qu'elle ne mérite même pas d'être appelée philosophie. Et déjà, parce que la philosophie qui est née en Grèce, dans l'Antiquité, avait ce sens et ce souci. D'abord, il faut un bon usage de notre pensée. Il faut apprendre à penser. Penser au plus juste, ça s'apprend. Et il y a une dimension alors proprement pédagogique dans la philosophie, dont Socrate est peut-être l'exemple dans l'histoire, hein, lui qui poussait les gens dans des questionnements, qui faisait tomber des fausses évidences pour pouvoir s'assurer de quelque chose d'un petit peu plus fiable. Et ça, c'est cet usage ou cette dimension pratique de la philosophie, moi je la crois d'abord indépassable, mais je la crois dans l'actualité de notre époque, de notre monde, je la crois plus que jamais nécessaire. Je vais même aller jusqu'à penser que la philosophie, elle est, j'allais dire, d'utilité publique et de nécessité presque de vie et de survie aujourd'hui. Alors, cette philosophie peut-elle être à certains moments spirituelle? Alors,
Il y a évidemment des liens entre la philosophie et la question, disons, de Dieu et de la foi. D'ailleurs, on le constate dans l'histoire de la philosophie, je ne connais pas... Ou dans la quête de sens. Je ne connais guère de philosophe qui ne se soit pas laissé questionner ou qui n'ait pas questionné la question de Dieu, parce que derrière la question de Dieu, ça a toujours été la question du sens. Oui. Est-ce que la vie a un bien sens? sûr. Est-ce qu'on peut savoir quel est ce sens? Parce que somme toute, ce serait tellement plus facile d'en avoir un. Alors la philosophie, justement... Même s'il y a un non-sens, le non-sens est un sens. Ah oui, tout à fait. Le non-sens, c'est déjà... D'abord, je ne pourrais pas avoir une idée du non-sens et ressentir d'ailleurs qu'à certains moments, la vie est insensée, si je n'avais pas une idée du sens. Ça veut dire que chacun se fait de la vie quelque chose qui correspond à « mais qu'est-ce que vivre enfin ?» Et ça, c'est la question. D'où le fait de se réajuster. Exactement. Alors donc, pour faire ce travail de philosopher, donc, il faut sans cesse repartir de cette question « qu'est-ce que vivre signifie ?» Et l'actualité, ou plutôt notre époque, rend pour un certain nombre de gens plus difficile. Pourquoi ? Parce que nous avons des vies qui sont un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de réductionnisme. Elles sont un peu réduites à la valeur marchande des choses, à la valeur marchande de nos rapports, c'est-à-dire... À l'avoir plutôt qu'à l'être. À l'avoir, à l'estimation économique et financière de tout, au fait que les vies professionnelles sont envoyées vers des besoins, enfin des résultats, une efficacité, une rentabilité, etc. Et ça tue la question du sens. Parce que si nous ne sommes que programmés pour le... Allez, je vais prendre un exemple, l'expression pouvoir d'achat. Si c'est ça qui donne le sens à la vie, pouvoir avoir plus d'argent pour consommer, on peut... Alors c'est bien d'avoir de l'argent pour consommer, mais est-ce que c'est le tout du sens? Est-ce qu'on a épuisé la question du sens de la vie quand on est dans ce réductionnisme-là? Quand on disait crise économique, relance par la consommation... Ah oui, et puis... Et après Et d'autant plus que si ce consumérisme repart de plus belle, ce sont tous les défis liés au changement climatique, etc., qui s'en suivent de plus belle aussi. Oui. Donc la philosophie, me semble, aujourd'hui plus que jamais nécessaire pour ne pas que l'homme soit bloqué et soit enlisé dans une vision très 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 réduite de l'aspiration qui est la sienne, parce que ce que la philosophie montre, c'est que tout être humain est un être de désir d'une vie que j'appelle la vie vivante, c'est-à-dire une vie large, une vie... comme chez Spinoza, une vie qui respire du désir de vie elle-même. Qui épanouit et qui donne aussi la joie d'exister. Dans l'Évangile, ça serait la vie en plénitude, puisque oui, exactement. Quand dans l'Évangile on parle de vie éternelle, en fait, c'est pas du tout éternel. Alors, qu'il y a dans la mention hébreu, dans les je l'ai cité. C'est la vie en plénitude. Donc je l'ai cité tout à l'heure, François Julien, ce philosophe qui ne se dit pas chrétien, que je suis pas mal dans son travail, parce que je le trouve très intéressant, justement pour répondre un peu mieux à votre question, le lien entre philosophie et spiritualité. Et théologie, finalement. Théologie, c'est que François Julien va chercher les ressources du christianisme et il traduit vie éternelle par vie vivante. L'éternité étant un concept un peu bizarre. C'est un concept grec, pas du tout hébreu c'est long, au départ. Surtout à la fin, comme disait Woody Allen, tandis que la vie vivante, c'est une plénitude de vie. C'est une vie dans laquelle il n'y a pas cette mort... Et elle est là aujourd'hui. Et elle est là, présente. Elle n'est pas dans un monde futur. Comment être présent à cette présence de la vie? Ça, c'est une grande question aussi philosophique. Et donc, pour mieux vous répondre, je vais vous le dire comme ça, qui est peut-être aussi un petit peu provocateur. Très bien. Qui se soucie des théologiens, de la théologie, sinon les théologiens? C'est déjà ce que Nietzsche disait. Il disait... la théologie, il n'y a que les théologiens pour s'en soucier. Et je pense que si c'était déjà un peu vrai il y a plus d'un siècle, ça l'est aujourd'hui nettement davantage. La théologie, elle est entrée dans une sorte d'insignifiance. La philosophie, en tout cas celle que j'essaye de faire, est très soucieuse d'aller questionner le christianisme lui-même. Donc ça veut d'abord dire une première chose. La philosophie a à s'intéresser au christianisme. Et pas seulement le christianisme sociologique, historique, culturel, et même pas le christianisme institutionnel ou religieux. Le christianisme, c'est d'abord une idée, c'est une pensée. L'apôtre Paul dit, nous, on a la pensée du Christ. C'est quoi cette pensée du Christ? Elle fait penser à quoi? Elle permet de s'ajuster comment au réel? Le philosophe, aujourd'hui, il a tout intérêt, alors que beaucoup d'idéologies, de grands discours politiques, etc., sont moribonds, je pense qu'il a tout intérêt d'aller voir du côté du christianisme comme pensée elle-même vivante. Il y a quelque part dans les Actes des Apôtres, au chapitre 11, si je ne m'abuse,
Dans un discours de Pierre qui dit j'ai été baptisé un centurion romain, c'est la première fois qu'on offre le baptême, il s'appelle Corneille, et les Juifs sont un petit peu étonnés qu'on ait cette ouverture-là. Et à la fin, convaincus par le discours de Pierre, ils disent nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu a ouvert aux païens le chemin de la conversion qui mène à la vie, du changement de mentalité qui mène à la vie. Et moi, je crois que le christianisme, c'est ça, c'est une opération qui amène à percevoir d'une toute autre manière l'enjeu réel de la vie. Et je crois que la philosophie fait bien d'aller aussi questionner et interroger ça. Je pense même, pour terminer, que les philosophes actuellement le font bien mieux, bien plus sérieusement que les théologiens. Je n'ai rien contre les théologiens et la théologie, mais je crois que la philosophie... en tout cas, la philosophie qui sert. Oui, bien sûr. Oui. Qui aide. Eh bien, elle le fait plus significativement. Parce que, évidemment, son enjeu à cette philosophie-là n'est pas donc de répondre aux questions religieuses des religions. Elle n'est pas là pour rafistoler l'institution si jamais cette institution a besoin d'être rafistolée. Elle n'a que comme enjeu de comprendre ce qui, de la parole du Christ, est significativement... j'allais dire, déjà ajusté à notre désir de vie vivant, de vie heureuse, etc. Donc, en quelque sorte, ce que vous dites, c'est de revenir à l'origine de ce qu'on a appelé le christianisme, oui. Des paroles de Jésus, de l'action de Jésus. C'est ça? Je pense qu'on n'a pas fini, étonnamment peut-être, de les entendre déjà, ces paroles. On pourrait croire, et c'est intuitif évidemment, que de se dire, ça fait 2000 ans qu'elles ont été formulées, ça fait 2000 ans qu'elles sont dans les livres du Nouveau Testament, on devrait donc en savoir ce qu'il y a à savoir. Mais sauf que les paroles de Jésus ne sont pas des choses à savoir, ne sont pas des informations, c'est à vivre. Ce ne sont pas des dogmes, ce ne sont pas des doctrines, ce sont des orientations, ce sont des... Justement, et ça c'est très philosophique, c'est un chemin de vie pour tracer son chemin dans la vie. L'évangile de Jean parle beaucoup de chemin. Oui, tout à fait, mais comment est-ce qu'on appelait les premiers chrétiens ? Les adeptes de la voie du chemin. Du chemin, oui. Donc avant qu'on appelle christianisme, c'est la voie. Et la voie, c'est un itinéraire. Et il est ouvert en plus, parce qu'on a une idée du christianisme, évidemment, qui est normatif, c'est-à-dire christianisme d'obligation. Et déjà, où la pensée est obligée d'abord d'obéir à des croyances. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on lit dans le Nouveau Testament. Et dans le chemin, il y a 3 verbes, croire, espérer, aimer, oui. Qui peuvent se retrouver en philosophie. Ah oui, alors là, ça, vous touchez 3 verbes, parce que je les aime sous la forme du verbe, ce qui est une forme active, c'est-à-dire dynamique. Pour moi, ça, c'est les 3 verbes qui font le chantier de la philosophie, ou en tout cas que je pense être au cœur même de la démarche. Pourquoi ? Parce que la question de savoir à quoi ma vie peut s'ajuster, ou comment peut-elle justement s'ajuster pour qu'elle soit une vie bonne, ça pose une question fondamentale. À quoi puis-je me fier ? Qu'est-ce qui est fiable, en fait ? Oui. Donc en quoi je peux mettre ma foi ? Oui, quand je dis fiable, c'est pour... alors parce que le mot foi, qu'est-ce qui est juste, finalement ? Est-ce que ce n'est pas une question de s'ajuster encore une fois ? Tout à fait. Donc ces 3 déclinaisons sont 3 modalités. Croire, espérer, aimer, ce sont 3 modalités d'un ajustement. Parce que d'abord, c'est à quoi puis-je me fier ? Est-ce que je peux déjà me fier à moi-même ? Ce n'est pas si évident. Est-ce que je peux me fier aux autres ? Est-ce que je peux me fier à Dieu ou au réel ? Donc apprendre... Par la philosophie, on cherche un chemin vers du fiable. Ce chemin ou ce fiable étant nécessaire pour pouvoir faire un pas. Parce que imaginez une vie où nous ne serions que dans du douteux et dans quelque chose qui ne offrirait pas un minimum de fiable, nous serions perdus dans l'illusion, dans le mensonge et aussi dans la violence. Parce que, on ne l'a peut-être pas encore dit, mais si la philosophie se révèle si utile et si nécessaire, c'est parce qu'elle est une sorte de, j'allais dire, de médecine, de médicament contre la bêtise. Et j'ai une définition un peu précise de la bêtise. La bêtise, ce n'est pas une question d'intelligence, de diplôme, etc. La bêtise, c'est le besoin d'avoir raison. Et il faut dire qu'instinctivement, et quand on discute entre nous, on a chacun envie de placer son point de vue comme étant le seul vrai. Eh bien,
Ça, c'est de la bêtise. Et ça nous mène dans les impasses. Trouver l'humilité de l'ajustement et du questionnement, ça, c'est aussi une des vertus de la philosophie. N'êtes-vous pas en train de nous dire que finalement, nous n'avons pas besoin de la religion instituée, nous n'avons pas besoin de l'Église pour vivre en chrétien, Oui, il y a moyen de trouver ces chemins de traverse. Et je pense que c'est important. Alors non pas de dire à ceux qui seraient dans l'Église qu'ils doivent la quitter, ou dans les églises, ou dans les confessions chrétiennes, mais à tous ceux qui remettent en doute. Tous ceux pour qui les églises ne seraient plus d'ailleurs des lieux de sens. Ça ne parle plus. Il est tout à fait possible, et il est même souhaitable que leur questionnement, à partir de l'Évangile et à partir des ressources de la philosophie, leur permettent de découvrir que le christianisme n'est pas étranger aux questions qu'ils se posent et aux défis qui sont les leurs. Le christianisme n'est pas étranger à ça. Donc il a toujours une signifiance possible, mais qu'il faut découvrir. Les religions, elle l'a donnée toute faite et toute cuite. Et la philosophie, elle n'aime pas les vérités toutes faites. Elle préfère les découvrir, même avec un petit peu de, j'allais dire, d'errance. Mais c'est mieux les vérités qu'on découvre et qu'on fait. Et on les remet à l'épreuve du réel. Exactement. Régulièrement. Voilà. Et ça, c'est déjà le chemin de la vie, en fait. Malheureusement, le temps presse. Et peut-être nous pourrions donner à nos téléspectateurs quelques chemins, quelques clés pour qu'ils puissent continuer cette réflexion. Oui, avec plaisir. Alors bon, j'ai écrit quelques livres et on peut mentionner Le christianisme n'existe pas encore, aux éditions Salvator. Il est déjà un peu ancien, mais c'est là Vous en êtes l'auteur. Voilà, et j'en suis l'auteur et j'y développe un petit peu la vision qu'on peut avoir du christianisme, justement sorti un petit peu de son carcan institutionnel ou historique. Et puis, par ailleurs, donc, je donne des formations pour tout public, c'est-à-dire pour un public qui n'est pas philosophe, mais qui a envie j'allais dire, d'en découvrir un petit peu, pas d'abord les contenus, mais voir comment ça se vit, cet apprentissage à la philosophie, qu'est-ce qu'on fait quand on pense. Et je donne des cours à la fois de philosophie, on va dire, au sens strict, mais aussi des cours sur le christianisme. Et je donne tout ça à l'Université des Aînés, qui dépend de l'UCL, sur le site de Louvain-la-Neuve et de Bruxelles. Et c'est ouvert à n'importe qui, à partir de 18 ans jusqu'à 99, 99 ans. Si on veut. Et là, il y a donc toute une possibilité de suivre des cours. Et donc, j'en donne quelques-uns. Et je pense que vous avez le site Internet qui permet de vous y retrouver. Monsieur Collin, un grand merci. Merci à vous. Merci. Le temps est épuisé. Malheureusement, on pourrait poursuivre. Merci pour votre passage. Merci pour tous ces chemins qui nous donnent certainement une ouverture d'horizon assez considérable pour que nous puissions continuer à creuser et à chercher le sens et l'ajustement. C'est ici que se termine notre émission. Merci de nous avoir suivis et à une prochaine fois. Au revoir. Merci, au revoir.